Aujourd'hui, je fais mon plus gros projet qui est construire 2 tours d'immeubles de 9 et 11 étages pour 315 logements pour une valeur d'à peu près de 112 millions. L'entrepreneuriat, c'est juste un cheval de Troie pour le développement personnel. Tu ne peux pas être un entrepreneur si tu ne veux pas te développer personnellement. J'ai pris 1 et 2 pour acheter la troisième. J'ai pris 1, 2, 3 pour acheter la quatrième. Puis après, ça fait effet boule de neige. D'ici 2050, une personne sur 4 vivra en Afrique. Ouais. On parle de 1,4 milliard de personnes aujourd'hui. On parle de 2,5 milliards d'ici 2050. Bonjour Uriel. Salut Xavier. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Tu es venu aujourd'hui pour parler un petit peu de ton parcours et de l'entreprise que tu as créée et que tu diriges. Donc pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement te présenter et revenir un peu sur ton parcours? Bien sûr. Donc, Uriel Bigot, je suis originaire du Bénin. J'ai grandi entre le Bénin et la Belgique. J'ai immigré en France en 2003, après mon bac. Et j'ai étudié ici à l'Université de technologie de Troyes. J'ai fait un master en technologie de l'information avec une spécialisation en télécommunications. Je l'ai fait entre la France, les États-Unis et la Chine. Après ça, j'ai eu mon diplôme en 2008. Je suis venu en région parisienne. J'ai travaillé comme consultant en informatique et en stratégie d'entreprise dans une boîte qui s'appelle Wave, qui à l'époque s'appelait Solucom. Aujourd'hui, elle s'appelle Wavestone. Très belle boîte. D'accord. Ouais, très belle expérience professionnelle. J'ai bossé jusqu'à 2012 où j'ai décidé d'immigrer au Canada. J'ai immigré au Canada en 2012 avec ma conjointe. J'ai travaillé là-bas dans pas mal d'entreprises un peu du même type, donc des boîtes l'équivalent du CAC 40, donc des entreprises comme Bell, Air Canada, Mawson. Comme gestionnaire de projet. J'ai fait ça pendant un moment, puis à un moment, j'ai commencé à investir en immobilier à petite échelle, un immeuble de rapport, ce qu'on appellerait là-bas un duplex, un immeuble de rapport de 2 logements. Après, j'en ai acheté un autre de 3, après un autre de 4. Puis après, ça a commencé vraiment à s'accélérer. J'ai commencé à acheter des bâtiments de plus en plus gros, à faire vraiment des projets de développement immobilier. J'ai commencé ensuite à construire des bâtiments. Et aujourd'hui, je fais mon plus gros projet qui est construire 2 tours d'immeubles de 9 et 11 étages pour 315 logements pour une valeur d'à peu près de 112 millions. D'accord. Donc, je suis passé de consultant en informatique à gestionnaire en projet, à investisseur immobilier à petite échelle, donc le dimanche, à investir immobilier à temps plein aujourd'hui. Ok. Peut-être qu'on va revenir un petit peu plus précisément sur ces différentes étapes. Donc, si j'ai bien compris, tu es familier de plusieurs pays. Tu as mentionné le Bénin, la Belgique, la France, le Canada, un petit peu la Chine, les États-Unis. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté d'avoir cette vision de plusieurs pays, de plusieurs cultures? Quelles sont les forces que tu en as tirées pour ta vie d'entrepreneur? Une capacité à s'adapter à différents contextes. Le côté académique a été très important quand j'ai commencé à être un entrepreneur. Beaucoup de gens diront aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de faire des études pour être un C'est vrai, on entrepreneur. entend souvent ça. Je ne suis pas du tout du même avis. Le côté académique m'a vraiment appris une chose, c'est apprendre à apprendre. Et l'entrepreneuriat, si tu veux être bon là-dedans, tu as intérêt à apprendre beaucoup de choses et rapidement. Et donc, le côté académique m'a beaucoup aidé. Ensuite, le côté professionnel, c'est la meilleure expérience que j'aurais pu avoir que quand j'étais consultant à la Défense. Dans une boîte de conseil, ce qu'on t'apprend à faire, c'est comprendre une problématique, définir une stratégie pour apporter une solution et à l'exécuter derrière. Et c'est constamment ce que je fais quand je gère un projet, gérer des risques, un projet de construction, gérer des risques, gérer des parties prenantes, déployer une vision. Et donc, je dirais que le côté académique et le côté professionnel ont été vraiment majeurs dans l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. D'accord. Les différentes cultures aussi ont beaucoup aidé, que ce soit notamment à travers la langue. Apprendre à dealer avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'ai des employés qui sont en Côte d'Ivoire, à Madagascar, en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis. Et donc, voyager comme je l'ai fait, être constamment confronté à différentes cultures, à différentes réalités, à différentes façons de réfléchir, ça m'a beaucoup aidé aussi aujourd'hui dans ma capacité à gérer mes différents employés, à gérer mes relations, que ce soit avec une ville, que ce soit avec des contracteurs qui doivent construire un bâtiment ou encore même des locataires. Je pense que c'est un gros plus d'avoir ce multiculturalisme qui permet de pouvoir facilement se connecter avec des humains de backgrounds différents. Et surtout qu'en plus de ça, c'est enrichissant d'un point de vue purement personnel, j'imagine. Ah, énormément. Puis, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais je pense qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est juste un cheval de Troie pour le développement personnel. Tu ne peux pas être un entrepreneur si tu ne veux pas te développer personnellement. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est constamment ce que tu es en train de faire. D'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre à te connaître toi-même, comprendre tes limites, tes forces et être en mesure aussi de t'entourer de personnes qui t'aident à progresser.
Et c'est vraiment une très belle expérience, personnellement, que je recommande à tout le monde. Ok. On va revenir un petit peu sur ton arrivée au Canada en 2012. Premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Canada et comment est-ce que ça s'est passé? Donc, je vivais en région parisienne. J'avais une vie assez rangée, mais j'avais un peu un désir d'avoir un peu plus d'espace, un peu plus grand. Avec ma conjointe, on s'est dit, on va soit en province, parce qu'on voulait vraiment partir. Je dis toujours, je ne suis pas parti de la France, je suis parti de Paris. D'accord. Soit on allait en province, soit on allait à l'étranger. On s'est dit, écoute, on pourra toujours aller en province quand on sera plus vieux, allons à l'étranger. J'ai toujours été attiré par l'Amérique du Nord. Mm. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, mais j'y ai pas décidé d'y rester parce que simplement en termes de visa et de papier, c'était assez compliqué. Et donc, je voulais retourner en Amérique du Nord. J'aime beaucoup la mentalité un peu nord-américaine. On y va, on y va, on y va. Et j'avais le choix entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis, ça aurait été compliqué d'un point de vue permis et visa. Mm. J'avais un peu de famille au Canada. Du coup, je me D'accord. suis dit, allons au Canada. On est venu en vacances. Et ma femme, à l'époque, travaillait pour la Société Générale Banque d'Investissement ici. Elle est passée dire bonjour à ses collègues là-bas. Ils lui ont offert un Ah boulot. oui, super. On s'est dit, écoute, l'un de nous a un boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Go, on y va. 6 mois plus tard, on y était. On est arrivé, je m'en souviens encore, à 18 novembre, si mes souvenirs sont bons, 2012. Ah, il faisait froid. C'était moche. Mais c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie, je pense. Ok. Mm. Mais donc, si je comprends bien, tu n'as pas quitté la France parce que tu estimais qu'il n'y avait pas d'opportunité, parce qu'on entend souvent ça de la part d'entrepreneurs qui disent, bon, en France, c'est impossible, donc il faut aller au Moyen-Orient, enfin un petit peu moins en ce Ouais. moment, ou aux États-Unis, ou peut-être en Asie. Si je comprends bien, toi, ce n'était pas forcément ton raisonnement. Non, puis j'ai un avis un peu biaisé aujourd'hui parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par le Canada. Mm. Il faut quand même voir que c'est un marché qui est un peu moins mature, où est-ce qu'il y a plus de place, où est-ce que forcément des gens qui viennent de nulle part peuvent percer. En France, on est quand même c'est très élitiste. Ne serait-ce Exact. qu'encore Ouais. quand je travaillais, les grilles de salaire sont définies par rapport à l'école que tu as faite. Mm. Right? Et donc, c'est très élitiste et c'est assez rare de voir des personnes qui n'ont pas fait, par exemple, Polytechnique ou des Exact. grandes écoles Ouais, tout à à des fait. très grands postes très tôt. C'est pas du tout le cas au Canada. C'est vraiment ouvert pour tout le monde parce que justement, on a moins de densité en termes de population. Et avec le recul aujourd'hui, ce que je sais, ce que je fais, est-ce que j'aurais pu le faire en France? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne saurais jamais le dire parce que j'ai vraiment appris tout ça en étant là-bas. Donc, je suis parti, je dis toujours, je ne suis pas parti de la France, je suis parti de Paris. C'était trop D'accord. petit pour moi, je voulais plus grand. Et avec le recul, je te dirais, je ne suis pas parti parce que je manquais d'opportunités. J'avais une carrière qui était assez classique. Je vois comment mes potes qui sont restés ont évolué. J'aurais pu avoir le même parcours et ça aurait été un beau parcours. Mais c'est simplement que je voulais essayer autre chose. Je voulais vraiment, puis j'avais un besoin aussi de plus de liberté, de plus d'espace, d'essayer de nouvelles choses. Donc, non, je ne suis pas parti de la France, je suis parti de Paris. D'accord. Et si je comprends bien, tu as aussi d'autres projets en cours qui peut-être te feraient partir du Canada. Ouais, donc là, je suis un peu dans la deuxième phase. Donc, je suis parti de la France pour aller justement en Amérique du Nord, au Canada. J'ai pas mal entrepris. Euh, j'ai 3 grosses entreprises. J'ai une entreprise qui a 3 grosses divisions. La première, c'est ce que j'appelle la partie éducation, où est-ce qu'on justement on enseigne l'immobilier, on aide les gens à rentrer dans le marché immobilier. D'accord. La deuxième, c'est la partie transaction, où est-ce que justement là, basé sur la connaissance qu'ils ont acquise, on les met en contact avec des professionnels, donc des agents d'immeubles, des notaires, des fiscalistes, des gens qui les aident à vraiment faire la transaction. Et la troisième division, c'est la partie syndication, où est-ce que justement je vais réunir des investisseurs et faire des gros projets. Et on en a fait quelques-uns qui ont très bien marché. Et l'idée aujourd'hui, maintenant, c'est d'entrer dans la deuxième phase de mon plan qui a toujours été de prospérer financièrement dans un marché extrêmement mature, ou en tout cas très mature et très structuré comme l'Amérique du Nord, et ensuite de venir redéployer tous ces capitaux en Afrique. Donc là, D'accord. justement, je suis à Paris parce que la semaine dernière, j'étais en Côte d'Ivoire où j'ai commencé à investir assez massivement. Et l'idée, c'est de ramener ces capitaux en Afrique et pouvoir jouer sur les deux tableaux. Donc, premièrement, en Amérique, où est-ce qu'on va avoir des marchés qui sont très structurés, très stables, où est-ce qu'on peut aller chercher une belle prise de valeur et derrière se servir de cette prise de valeur-là pour aller chercher maintenant un marché beaucoup plus explosif et beaucoup plus dynamique qu'est l'Afrique de l'Ouest actuellement, où est-ce que j'investis, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. je suis sur les deux et forcément, là, je suis dans la phase où est-ce que je reviens tranquillement en France
pour pouvoir justement avoir une base centrale entre les deux et pouvoir connecter les deux pays. Ok. Et comment est-ce que tu es passé de ton premier immeuble à un portefeuille de plusieurs centaines d'unités? Ouais, donc c'est... Je Est-ce vais que essayer de pas entrer dans la technique, impressionnant, ouais. mais Comment est-ce- honnêtement, quand on comprend comment marche l'immobilier en Amérique du Nord, et c'est la spécificité, il y a que... J'ai vu ça nulle part ailleurs, je me suis beaucoup documenté là-dessus. Ouais. C'est spécifique au Canada et aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, ma première propriété que j'ai achetée, c'est un immeuble de rapport de 2 logements, ce qu'on appelle un duplex, que j'ai acheté à 500 000. Donc, pardon, à Montréal ou... À Montréal, D'accord. à Montréal. Et au bout de 6 ans, ce bâtiment, il valait 1 million. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2000 et 2024, le marché canadien a pris 168% en Oui, c'est prise pas de mal. valeur. Donc, on est passé d'une maison moyenne qui coûtait 500 000 à cette même maison qui valait en 2020 1 340 000. Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'une maison, il n'y a pas d'imposition dessus quand tu la vends. C'est quand c'est ta résidence principale. Donc, n'importe qui aurait acheté une propriété en 2000, une propriété, en 2020 aurait été millionnaire. Oui. Une propriété. Mais là où c'est fou, c'est que moi, c'est arrivé en 6 ans et on est en mesure constamment d'aller rechercher de l'argent sur ces propriétés existantes, de réemprunter contre la nouvelle valeur et donc de s'en servir comme apport pour acheter la propriété suivante. Donc, j'ai fait une première propriété, je m'en suis servi pour acheter la deuxième, j'ai pris 1 et 2 pour acheter la troisième, j'ai pris 1, 2, 3 pour acheter la quatrième, puis après, ça fait effet boule de neige. Oui, bien sûr. La clé, c'est d'être en mesure de constamment, bien sûr, profiter de l'appréciation naturelle du marché immobilier qui était très forte au Canada, mais aussi de forcer l'appréciation. Comment est-ce que je force l'appréciation? C'est que ma stratégie, c'est ce qu'on va appeler du value add en anglais, c'est d'ajouter de la valeur. D'acheter une propriété, disons, à 400 000, mettre un 100 000 de rénovation. Si on fait les mathématiques, ça fait 500 000, mais justement, c'est là où c'est beau. Elle ne vaut pas 500, elle vaut par exemple 600 ou 700. Et ce qui est beau, c'est que je suis en mesure de retourner voir une banque en lui disant « Hey, bonjour, ma propriété maintenant vaut 600 000. Refais-moi un prêt sur cette propriété-là et je vais être en mesure d'extraire un certain montant qui me sert d'apport pour la prochaine propriété. » Et on n'est pas vraiment limité en termes de capacité d'emprunt parce que dans ce genre de bâtiment-là, les banques regardent beaucoup les revenus de la propriété. Ce qui fait que je n'ai pas de limite en termes de capacité d'emprunt, je n'ai pas de limite en termes d'apport. Bah, tu comprends, rendu là, tout ce qui reste à faire, c'est de trouver des opportunités. Et donc, ça fait effet boule de neige. J'ai commencé par des petites propriétés. Ça a bien marché. Après, j'ai commencé à acheter des propriétés plus grandes, donc des immeubles de rapport de 9, de 11, de 6, de 7 logements. Ça a très bien marché. Et là, j'ai commencé à monter un petit pool d'investisseurs avec des amis proches et de la famille avec qui on a fait des projets où est-ce qu'on a eu tellement des bons rendements que derrière, on est passé sur encore du plus gros. Donc, j'ai fait des petits, après, j'ai fait des gros. Puis, ce qui est intéressant avec, c'est très rentable, hein, les rénover des bâtiments usagés. Juste pour donner un ordre d'idée, j'ai acheté un bâtiment à 600 000, on a mis 400 000 de travaux, le bâtiment valait 1,4. Oui, pas mal. Et ce qui est fou, c'est que j'ai même pas besoin de le revendre pour récupérer le capital qui était injecté. D'accord. Je peux aller réemprunter et je ressors de l'argent. J'ai eu un prêt de 1,2. Donc, j'ai eu un prêt qui était supérieur à ce que j'ai investi dans le projet. Et donc, j'ai pu sortir de l'argent pour réinvestir encore et encore. C'est très lucratif, mais ça prend un peu de temps. Oui. Et donc, à ce stade-là, j'ai commencé à aller vers autre chose, donc construire carrément, acheter des terrains pour construire des terrains. En une année, je pense qu'on a construit à peu près 32 unités, donc 4 bâtiments de 8 logements. Puis, l'étape d'après, c'est de se dire, OK, donc là, j'ai fait 30, pourquoi pas faire 300? Et donc là, j'ai acheté un terrain avec des partenaires pour construire 315 logements. 112 millions, c'est un gros projet, mais c'est la même logique, c'est la même philosophie. C'est toujours d'être en mesure de trouver un terrain ou j'aime bien parler d'actifs qui sont mal positionnés ou qui sont à repositionner. Donc, c'est un terrain qui était en zone industrielle. On savait qu'il y avait un changement qui venait en termes d'urbanisme. Et une fois que le changement a eu lieu, on avait dû acheter le terrain. Et il n'y a plus de limite en termes de hauteur. Donc, on parle d'un terrain qui avait une valeur peut-être de 1,5, de 2 millions, à un terrain qui vaut aujourd'hui 10 millions parce que, justement, on a su lire qu'il y aurait un changement dans le secteur. Donc, c'est ce genre de projet qu'on va faire où est-ce qu'on va aller chercher de belles plus-values et on va pouvoir donner de beaux rendements à nos investisseurs, mais surtout, on va pouvoir se constituer une sorte de banque où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir constamment extraire de l'argent de ces propriétés pour passer à la deuxième phase qui est justement d'investir en Afrique. Donc, comment ça s'est fait? Ça s'est fait organiquement, un bâtiment à la fois, au gré des rencontres aussi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, justement, c'est que je fais beaucoup de contenu sur Internet. Donc, ça a attiré à moi et des opportunités et des capitaux, donc des projets, mais aussi de l'argent.
Et mon rôle à moi, c'est vraiment de faire un peu le Tinder, le matchmaking entre l'argent et les opportunités et de donner du rendement à tout le monde. Okay. Donc, c'est un peu ça. Mais là, quand tu en parles, ça paraît presque facile. Ça me donne envie de faire la même chose. Est-ce que malgré tout, tu as rencontré quelques difficultés en cours de chemin? Si tu me permets, Xavier, j'ai rencontré Ilan, qui est un ami à Jordan. Et quand je lui ai expliqué ça, le lendemain, il a appliqué pour sa résidence permanente pour venir immigrer au Canada. Si je prends le temps de passer à travers les chiffres, je pense que la plupart des auditeurs vont dire « je veux immigrer au Canada ». Oui. Le principe est extrêmement simple. Dans l'exécution, il y a des difficultés, il y a des challenges. Très bel exemple, challenge. Le premier qui me viendra à l'esprit, parce que j'ai eu des projets où est-ce que oui, il y a eu des difficultés. J'ai acheté un bâtiment, un immeuble de rapport de 11 logements à 1,1 million. Quand on l'a acheté, on a réussi à négocier avec tous les locataires parce que justement, quand j'achète un bâtiment, je fais des travaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme en France, un locataire a le droit de rester dans le logement aussi longtemps qu'il le souhaite. Et donc, la seule façon de pouvoir faire de grosses rénovations, je ne suis pas fan de faire des rénovations quand il y a un locataire dans le logement. Je préfère récupérer le logement, faire les rénovations et ensuite le relouer. Et la seule façon de le faire, c'est si le locataire est prêt à te rendre le logement. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a un prix. Et je fais ce qu'on appelle en anglais du cash for key. Donc, je suis très transparent là-dessus. Je dis au locataire, écoute, voici ce que je veux faire. Combien tu serais prêt à prendre pour justement me redonner le bail? On l'a fait avec tout le monde, on a négocié tout le monde. Puis, quelques mois après, le bâtiment a pris feu. Il y a eu un gros incendie dans le bâtiment. Oui. Forcément, quand ça t'arrive, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui va arriver? La bonne nouvelle, c'est que justement, c'est un peu les fondamentaux en immobilier aussi. Ça vient justement de mon background d'un point de vue, on va dire, académique et aussi professionnel. Tu gères ton risque. Donc, tu prends des assurances. Donc, on était assurés. Et donc, les assurances sont remboursées. On a même financé les rénovations. Une fois qu'on a fini les rénovations, le bâtiment valait 2,4. On a mis 600 000 à peu près de rénovations qui venaient des assurances parce que le bâtiment avait brûlé. Et donc, forcément, quand ça se passait, c'était assez difficile. Il y a eu pas mal aussi de discussions avec les assureurs. Est-ce qu'ils allaient rembourser, pas rembourser, le stress qui vient avec. Ultimement, le projet s'est bien terminé, mais c'était quand même assez challenging. Puis, il y a aussi le côté humain. Tu te retrouves avec des gens qui sont à la rue. Moi, mon rôle en tant que propriétaire, c'est d'avoir une assurance qui s'assure que s'il y a un problème, le bâtiment est couvert. Et mon rôle est aussi de m'assurer que mes locataires aient des assurances qui, derrière, les relocalisent. Quand j'ai acheté le bâtiment, c'était historique. Il y avait des locataires qui n'avaient pas d'assurance. Donc, il y en a qui ont perdu leurs affaires, c'est des étudiants en plus. Donc, il y a quand même un certain poids humain. Oui, on est là pour faire du rendement. Oui, on est là pour faire du cash. Mais il y a quand même une dimension humaine dans la chose qui était un peu difficile sur le coup. Mais ultimement, à la fin, le projet s'est bien terminé. Tout le monde a été relocalisé. Le bâtiment a été rénové. Aujourd'hui, c'est un bâtiment que je détiens encore. Oui, tu l'as gardé finalement. Oui, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. OK. Non, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ce serait ça qui me viendra à l'esprit en termes de difficultés. J'ai eu aussi... Puis il y en a toujours, après la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une difficulté? C'est une opportunité. J'ai un bâtiment que j'ai acheté, un bâtiment de 4 logements qu'on a acheté à 800 000 et le but était de faire 600 000 de travaux dedans, entièrement financé par la banque et ensuite de le revendre à la découpe à peu près à 2,4 millions. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde qu'on appelle une grippe très, très virulente, qu'on appelle le Covid. C'était quand ça? C'était en 2020. Et forcément, on a un peu tous paniqué. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché était gelé, il n'y avait plus de visites. Et ultimement, finalement, on n'a pas fait le projet. On ne l'a pas fait. On a réussi à négocier tous les locataires. C'était une négociation assez complexe. On a eu dans le bâtiment Jorge qui nous a expliqué partout où est-ce qu'il a fait ses enfants dans le logement et pourquoi il partirait jamais. On a eu Debra dans le bâtiment dont le père était gravement malade, qu'il fallait accompagner dans ces transitions. On a eu des situations humaines assez difficiles. Et ultimement, on n'a pas fait le projet, mais on a revendu le bâtiment. On l'a revendu à 970 000. Donc, on a quand même fait un beau profit là-dessus. Mais celui qui l'a racheté a fait le projet. Et après, j'ai regardé les chiffres, il a effectivement vendu à 2,4 millions. Donc, est-ce qu'il y a des projets qui sont difficiles? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des risques associés à l'exécution? Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir un bon opérateur qui a l'expertise et qui est passé à travers. Tous les projets sont challenging. Il y a toujours un plan. Je crois que c'est Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup dans la gueule. Donc, on a toujours un plan. Mais oui, bien sûr, il y a des difficultés. Mais la clé, c'est
c'est de gérer le risque. Gérer le risque d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et c'est ce que j'aime justement dans cette stratégie. Quand j'achète un bâtiment, j'ai plusieurs portes de sortie. La première, le plan initial en général, c'est d'acheter à une certaine valeur, de faire des rénovations, de relouer correctement le bâtiment et de l'amener à une valeur supérieure. Et la première porte de sortie, c'est de retourner voir une banque en lui disant « refais-moi un prêt » qui rembourse tout mon apport, ou une bonne partie en tout cas. Je garde la détention du bâtiment et le nouveau prêt est couvert par les nouveaux revenus qu'on a réussi à augmenter. Ça, c'est la première stratégie. Derrière, si le projet ne fonctionne pas de cette manière-là, on peut toujours revendre le bâtiment. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est qu'on peut toujours aussi aller rechercher un autre partenaire qui réembarque dans le projet et qui vient nous permettre, nous, d'être liquides tout en lui donnant un rendement. C'est pour ça que j'investis principalement dans des bâtiments locatifs parce que, justement, on a plusieurs portes de sortie et qu'on peut gérer le risque. C'est ultimement ça mon approche. D'accord. Et là, actuellement, il y a combien de personnes dans ton entreprise? Parce que comment est-ce qu'on fait concrètement pour gérer autant d'immeubles et autant de logements? Donc, actuellement, j'ai 35 employés dans mes différentes structures. D'accord. Mais je te dirais que la partie purement immobilière, on est peut-être 4. Ah oui, moi je pensais que tu allais me donner un chiffre beaucoup plus important. Non, parce que je travaille beaucoup avec, par exemple, toute la partie construction. Dans tous mes projets, on est toujours 2. À minima, donc il y a moi et un partenaire. Mon rôle à moi, c'est de gérer les capitaux, gérer les investisseurs, gérer les relations, et lui, son rôle, c'est de gérer, par exemple, les travaux. Donc, quand on a des travaux à faire, on va souvent contractualiser avec un contracteur général qui est une partie externe. Donc, elle a ses équipes, cette personne a ses équipes, elle fait les travaux. Nous, on a un cahier des charges, on a un budget, c'est de la gestion de projet, grosso modo, on gère un projet. Donc, tu vois, toute cette partie-là, elle est externalisée. Quand il s'agit de gérer les bâtiments au quotidien, on a des gestionnaires de bâtiments qui ont leurs propres équipes, qui ont leur propre comptabilité, qui ont leurs propres personnes qui font les visites de logement, mais on externalise toujours. L'idée, c'est de garder une structure qui est lean, qui est très light, légère, et aussi qui est très, justement, agile. Donc, par exemple, j'investis beaucoup dans la ville de Sherbrooke, où est-ce que je travaille avec 2 gestionnaires d'immeubles différents. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, le jour où est-ce qu'il y en a un qui fait défaut, pour une raison X ou Y, je peux toujours rebasculer vers l'autre et je suis très transparent là-dessus. Actuellement, mon projet, justement, qui est à Québec, on travaille avec un contracteur général qui a ses propres équipes. J'ai mon partenaire qui est sur place, qui a aussi ses propres équipes. Donc, c'est beaucoup externalisé. Et nous, on garde ce sur quoi on est bon, qui est vraiment de la structure financière, la relation avec la banque, la relation avec les investisseurs et être en mesure de structurer le deal. Et ça prend un fichier Excel. Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as donné le cas d'un terrain qui était dans une zone industrielle et tu as su anticiper le passage de ce terrain industriel à quelque chose de plus résidentiel ou de plus commercial. Donc, j'imagine que pour avoir cette connaissance, pour anticiper le futur, ça demande un certain nombre de recherches, de réflexions. Et comment est-ce que tu procèdes sur cette étape-là que tu fais en amont et qui est nécessaire pour trouver les bonnes opportunités? Je te dirais, et encore une fois, on va revenir sur ce qu'on a dit au début, où est-ce que beaucoup de gens diront qu'on n'a pas besoin je pensais à ça, de passer par l'école ou d'avoir des connaissances académiques pour réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, je m'inscris totalement en faux. Justement, s'il y a une chose où est-ce que l'école, et j'ai beaucoup de choses à reprocher à l'école, au système éducatif, mais s'il y a une chose que l'école fait très bien, c'est nous apprendre à apprendre. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai apprises sur le terrain. J'ai pris des formations, j'ai rencontré des gens. Je suis beaucoup dans l'humain. Je suis actuellement à Paris pour une semaine. J'ai 5 rencontres différentes de prévues avec différentes personnes, juste pour avoir des conversations. Je pense que intéressant, ça. C'est vraiment important de s'asseoir. Quand j'analyse un terrain ou un bâtiment, je l'analyse comme le ferait un évaluateur agréé. Mais pourquoi? Parce que je me suis assis avec des évaluateurs agréés en leur disant « Je veux comprendre votre science. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez lu comme document pour le faire ?» Donc, c'est vraiment apprendre à apprendre. Je suis constamment dans une logique d'apprendre. S'il y a une chose qui me drive dans la vie, c'est apprendre. Et j'ai l'impression que je n'aurai pas assez d'années de vie pour tout apprendre, tout ce que je veux apprendre. Mais c'est vraiment ça. C'est être en mesure d'apprendre. Et une fois qu'on a les connaissances de base, j'ai fait des projets où est-ce que j'ai déménagé tous les data centers du Crédit Agricole, banque d'investissement ici, quand j'étais à Paris, où est-ce qu'on avait des data centers à Londres, à New York, à Tokyo, à Singapour.
Si je peux faire des projets complexes comme ça, aller lire un document d'urbanisme, aller lire une note technique dans le département d'urbanisme d'une ville où est-ce qu'on annonce qu'on veut changer le zonage, c'est pas très compliqué. Il faut savoir où chercher. Voilà, Il faut c'est ça ma question, c'est d'arriver à savoir où tu cherches ces informations. Il faut savoir où chercher, il faut savoir quoi chercher. Et ça passe beaucoup par avoir des conversations. Moi, une chose où je mets beaucoup d'énergie, surtout aujourd'hui où j'ai plus un rôle plus stratégique dans mes entreprises et j'ai un directeur d'opération qui gère le day-to-day, c'est vraiment d'être constamment dans ce genre de conversation-là, d'avoir des conversations avec des gens qui prennent des décisions, d'être connecté aux bonnes personnes, d'aller manger avec des gens où est-ce qu'il va peut-être rien se passer derrière, mais c'est peut-être ça qui va m'amener une petite information par rapport à quelque chose qui se passe dans une ville, où est-ce qu'il y a une université qui est en train de s'implanter, où est-ce qu'il y a une station de tramway qui va être ajoutée. Et tous ces éléments-là, qui ultimement sont des fondamentaux en immobilier, qui drivent la demande, du coup, être au courant de ces éléments-là pour être en mesure de les anticiper. Après ça, c'est une recherche sur Google. Encore une fois, je simplifie un peu, mais tu comprends l'idée. Et je pense que tu dois voir pas beaucoup de gens passer, Xavier, c'est que quand tu es constamment dans ce que tu fais, quand tu en parles, ça a l'air simple. Et je veux vraiment amener cette nuance-là parce que je veux pas que nos auditeurs sortent d'ici en se disant c'est un claquement des doigts. À force de le faire, pour moi, aujourd'hui, c'est simple. Et aussi, tu dois voir passer beaucoup d'entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un peu délusionnel par définition. Pas qui ne voit pas les problèmes, mais qui voit des problèmes comme étant des étapes. Donc, tu me poserais la question de qu'est-ce qui était challenging, qu'est-ce qui était difficile dans ce projet. Je te dirais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés, mais c'était des étapes ou des problématiques que j'avais anticipées. J'ai fait ma gestion de risque, j'ai prévu de mitiger les risques, mettre en place des solutions. Donc, je voudrais te dire que j'aimerais pouvoir dire que c'est compliqué. Il y a des challenges. Encore une fois, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des mauvaises nouvelles. D'accord. Il y a des challenges, mais quand c'est comme ça, c'est de se dire, OK, c'est quoi mon plan A, c'est quoi mon plan B. Puis aussi, je pense qu'il faut aussi relativiser un peu les choses. C'est quoi le pire qui va arriver? Oui, non, c'est important de se dire ça, je suis d'accord. Sortir de l'émotionnel, au fait, et revenir dans le factuel en se disant, OK, on a une trajectoire, on a une stratégie à appliquer, on a des éléments perturbateurs qui peuvent arriver. Comment est-ce qu'en connaissance de cause, on adresse tout ça? Donc oui, il y a des challenges. Je le présente de façon extrêmement simple parce que je pense que je suis un bon communicant et aussi parce que c'est mon métier de faire ces choses-là. Donc, de ma perspective, c'est simple. Mais oui, bien sûr, il y a des challenges au quotidien. OK. Bon, si je comprends bien, au Canada, tout va bien, ça marche bien pour toi. Pourquoi retraverser l'Atlantique? Déjà, de base, parce que je suis originaire du Bénin, donc j'ai grandi entre le Bénin et la Belgique jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Donc, forcément, j'ai une attache avec l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement un élan nationaliste ou émotionnel. Il y a un vrai changement qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardons un peu les statistiques à très haut niveau. D'ici 2050, une personne sur 4 vivra en Afrique. Oui. On parle de 1,4 milliard de personnes aujourd'hui, on parle de 2,5 milliards d'ici 2050. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en fonction de quelles statistiques on regarde, on parle soit du tiers ou carrément même des fois de 40% de la jeunesse mondiale sera en Afrique. Ouais. L'âge médian aujourd'hui est à 19 ans, pendant que l'âge médian en Europe est à 44 ans. On parle de 25 ans de différence. On parle de baby boomers qui sont en train de sortir de leur phase de consommation. Ce n'est pas à 60, 65 ans que tu iras acheter une nouvelle voiture. Par contre, le jeune de 20, 25 ans, il veut sa nouvelle voiture. Il veut consommer. Il veut sortir. Il veut se loger. Le taux d'urbanisation aujourd'hui de l'Afrique, on parle de 40%, on parle potentiellement de 60% d'ici 2050, où est-ce que les jeunes viendront dans les villes. Et l'exode rural. L'exode rural. Ouais. Il faut les loger, ces gens-là. L'autre élément aussi à considérer, c'est juste au niveau de la population mondiale. En Europe, je pense qu'on a un taux de natalité qui est autour de 1,4, 1,5. Oui, il faut être à 2,1 juste pour que la population se renouvelle. Exact. En Asie, je pense qu'on est pas mal dans les mêmes... On est autour de 2. La Corée du Sud, c'est passé en dessous de 1. Exactement. Et je pense que quand je dis autour de 2, c'est parce qu'on a des pays comme l'Inde qui poussent, mais quand on regarde la Chine, on est à 1,5, voire en dessous. En Afrique, on est entre 4 et 5. Oui. Ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire qu'on a une population qui doit se nourrir. On a une population qui doit se divertir. On a une population
qui doit se loger. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un vrai boom à aller chercher. Regardons les grosses plaques tectoniques aujourd'hui. L'Amérique, ça reste l'Amérique. C'est un marché qui est très mature, mais où est-ce qu'on a quand même une grosse inflation. L'Europe est en train de vieillir. Bon, le Moyen-Orient, on va dire qu'il y a pas mal de bombes qui circulent, pas mal de missiles qui circulent. Donc, je pense qu'il y a un vrai play à faire en Afrique. 30% des ressources mondiales sont en Afrique. On parle de lithium, on parle d'or, on parle de... Donc, quand on regarde tous ces éléments-là, puis il y a des acteurs, on en a parlé tout à l'heure, des gros acteurs comme Bolloré, comme Castel, qui sont en train aujourd'hui d'investir là-bas parce que justement, c'est comme un projet d'investissement, il faut qu'il y ait un minimum d'infrastructure, il faut qu'il y ait une gouvernance, et ça, les États sont en train de le mettre en place. Et donc, des gros joueurs sont en mesure de venir faire des partenariats privés-publics pour justement mettre en place les infrastructures, mettre en place les chemins de fer, mettre en place les concessions. C'est comme les Vanderbilt dans les années 1830 qui ont construit les chemins de fer aux États-Unis, ou encore les Rockefeller qui faisaient passer justement le pétrole sur ces chemins de fer-là. C'est exactement ça aujourd'hui en Afrique. Je pense qu'on est dans la phase où est-ce qu'il y a aussi un gros élan du retour vers l'Afrique, où est-ce qu'on a beaucoup de la diaspora qui veut ramener des capitaux. Donc quand on regarde tous ces éléments-là, je me dis qu'il y a un vrai play à faire. Il y a des rendements à aller chercher. Et je le vois encore aujourd'hui, on est en mesure de faire du x2, de faire du 100%. Je ne dis pas que c'est comme ça sur tous les projets, mais je vois encore des projets aujourd'hui où on a des rendements très conséquents, contrairement à l'Europe ou à l'Amérique, où est-ce qu'on est sur des marchés un peu plus matures, où est-ce qu'on va être sur des rendements en général à un chiffre. D'accord. Et pourquoi la Côte d'Ivoire alors? C'est une question que mon père aussi me pose d'ailleurs. Il dirait, pourquoi pas le Bénin? Je ne choisis pas un pays basé sur des émotions, mais c'est vraiment basé sur plusieurs éléments. Le dynamisme économique. En plus, récemment, je pense qu'ils ont confirmé qu'ils ont découvert des gisements de gaz et de pétrole en Côte d'Ivoire. Donc ça va attirer beaucoup de trafic. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire reste un des pays assez stables. Il y a eu récemment des élections où est-ce qu'on voulait voir si ça allait péter ou pas, et ça n'a pas été le cas. Stabilité politique, ressources, et aussi, je regarde toujours où vont les gros joueurs. Quand je regarde des Orange de ce monde, quand je regarde des MTN de ce monde, quand je regarde justement, on parlait de Bolloré tout à l'heure, je regarde beaucoup où vont les gros joueurs et où est-ce qu'aussi il y a un minimum de conditions pour investir. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place une certaine gouvernance, une certaine traçabilité au niveau des terrains, au niveau de la sécurisation du foncier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup de choses à faire, mais quand je regardais tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ça me semblait être un peu naturel d'aller dans ce pays-là où est-ce que j'ai vu qu'il y avait plus de stabilité. Et aussi parce que j'y ai trouvé un opérateur avec lequel je travaille aujourd'hui où est-ce que ça s'est bien passé. Donc j'ai mis des billes un peu partout et c'est celles qui ont été les plus rentables. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce pays-là. D'accord. Et est-ce que tu as changé un petit peu ta façon de travailler? Parce que pour le Canada, tu nous as bien expliqué l'effet de levier. Tu nous as expliqué comment tu faisais tes recherches pour trouver les bons terrains, les bonnes opportunités. Comment est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as dû changer quelque chose de différent, de fondamentalement différent dans ton approche en Côte d'Ivoire? Une chose qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut investir en Afrique, c'est d'arriver avec des gros sabots en pensant qu'on sait tout. C'est une grosse erreur. Quelque chose de, par exemple, Castel, quand il investit dans les brasseries ou par exemple quand il investit dans de la consommation, il va toujours s'appuyer sur des relais locaux et adapter ses produits au marché local. Et je pense que c'est un élément qui est clé, au fait. Il y a une chose qu'on apporte qu'ils n'ont pas forcément beaucoup, c'est des capitaux. De par le fait, justement, les projets que je fais à l'étranger, que je fais au Canada. Je peux apporter des capitaux. Et de par les investisseurs avec lesquels je travaille. Par contre, une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'importance d'avoir un acteur local qui maîtrise le terrain. Et donc, une chose que je fais beaucoup, c'est toujours trouver un opérateur local qui est en mesure d'avoir les bons discours avec la mairie ou de faire signer un changement de zonage plus rapidement que moi qui viendrais de l'étranger, par exemple. Tu vas le choisir comment, l'opérateur? Essai erreur. essai erreur. J'ai fait des erreurs. Mais c'est ça l'idée, justement, c'est que j'y vais avec mes propres capitaux. Je teste, je tente des choses à petite échelle. Et une fois que j'ai certaines confirmations, là, maintenant, je scale le modèle. Donc, par exemple, là, j'ai un terrain qu'on a sécurisé où est-ce qu'on doit construire un bâtiment de 5 étages. Le zonage permet seulement de construire aujourd'hui 3 étages. Par contre, l'opérateur avec lequel je travaille a fait le projet du bâtiment qui est adjacent où est-ce que justement il a obtenu la dérogation pour faire les 5 étages.
Et ce projet-là, j'y ai mis très peu de billes, j'étais minoritaire. Mais forcément, une fois qu'il m'a confirmé qu'il est en mesure de faire, qu'il a livré le projet, là maintenant, je suis en mesure de déployer plus de capitaux dans le deuxième projet. Donc c'est beaucoup, malheureusement, essai-erreur, rencontrer des gens. Je suis beaucoup dans justement aller rencontrer des gens, parler, avoir des conversations et jusqu'à trouver la bonne personne ou les bonnes personnes. Mais l'élément clé, Xavier, ça va être vraiment de trouver un opérateur local. Parce que c'est pas vrai que c'est moi qui vais essayer d'aller négocier un plombier sur place. Ouais. J'ai pas cette connaissance-là. J'ai surtout pas, j'ai la connaissance au niveau du plombier, mais j'ai pas la connaissance au niveau de la composante locale. Et ça, c'est un élément qui est clé. D'accord. Mais justement, c'est intéressant parce que quand tu m'as parlé du Canada, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut quand même une connaissance de terrain. En plus de connaissances plus intellectuelles, il faut une connaissance du terrain. Et toi, tu habites au Canada en ce moment. Comment est-ce que tu gardes ce lien avec tes opérateurs, avec tes investissements au Bénin, Au Canada. en Côte d'Ivoire, pardon. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, comment est-ce que tu gardes cette proximité avec le terrain en étant, entre guillemets, en télétravail? Ouais. Bah, déjà, j'ai un mode de vie assez nomade aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais en Côte d'Ivoire. Cette semaine, je suis en France. J'y retourne encore en septembre. Il y a deux éléments. Dans tous les projets que je vais faire, et je tiens beaucoup à mon mode de vie nomade, j'ai toujours un partenaire, toujours un associé. Qui est sur place, alors? Qui est sur place. D'accord. Okay. J'ai investi beaucoup dans la ville de Sherbrooke. J'ai un partenaire avec qui j'investis qui s'appelle Christophe, qui est responsable de tout ce qui est sur le terrain. Dans mon projet de Québec, j'ai un partenaire qui s'appelle Justin, qui vit à Québec. Je vis à Montréal, qui est à 3 heures en voiture de Québec. Lui, il vit à Québec. Donc, pour moi, c'est toujours important d'avoir un partenaire. Je préfère avoir 50% d'un gâteau et ne pas avoir la contrainte d'être physiquement sur place. Parce que mon rôle, je suis un gars de chiffres, je suis un gars très analytique, je suis un gars aussi de relations humaines, donc je préfère me concentrer sur aller rencontrer des investisseurs en venant en France, par exemple, ou bien d'aller, de faire une analyse depuis mon bureau ou depuis un appartement dans lequel je suis en Côte d'Ivoire pour un projet qui est à Montréal, par exemple, que d'être à Montréal. Donc, je vais toujours choisir un partenaire qui est local pour justement ne pas avoir, moi, cette contrainte d'être sur place. Mais ça n'empêche pas que je vais aller sur place. Donc, une fois par mois, je vais aller à Québec, par exemple, voir le projet, aller rencontrer les équipes locales. Donc, je pense que c'est faire les deux, avoir quelqu'un de confiance dont les intérêts sont alignés, qui, lui, est sur place, et combiner ça avec le fait de passer une fois de temps en temps pour aller sur place. Mais le béton ne va pas sécher plus vite si je suis sur place ou pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est ultimement... Par contre, avec les outils de communication qu'on a aujourd'hui, on a une gouvernance qui est en place qui nous permet de communiquer, de faire un suivi de chantier et aussi de donner du reporting à nos investisseurs. C'est ça aussi la clé. C'est surtout quand c'est à distance, aussi bien pour moi que pour eux, pouvoir leur donner de la visibilité sur où est-ce qu'on est rendu, comment ça avance, c'est quoi les challenges qu'on a, quels sont les blocages, comment ils sont adressés, quels sont les plans qu'on met en place. C'est vraiment dans la communication. Et là, encore une fois, tu vois, Xavier, on revient sur mon expérience en tant que consultant, ou est-ce que c'est ton travail de communiquer avec ton client et de le tenir au courant de ce qui se passe. D'accord. C'est toi qui assures directement la communication? Ouais. Mon rôle principal, là où je mets... Une chose que je ne délègue pas, c'est la communication. La communication avec les investisseurs, la communication avec les banques, la communication avec les partenaires. Vraiment faire la colle entre tout le monde. Par contre, c'est pas moi qui irai prendre le marteau pour Oui, ça ferait beaucoup de choses sinon. Ouais. Cette partie-là, je la délègue. Ok. Et bah, tu as expliqué les opportunités qu'il y avait sur le continent africain pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, et parce qu'il y avait de plus en plus d'infrastructures. Donc j'imagine que maintenant, il y a des gens qui peuvent être tentés de faire des investissements dans certains pays africains, mais depuis la France. Alors quelqu'un qui serait qui aurait ce projet-là, par exemple avec 100 000 euros, quels sont les risques, les principaux risques qu'il doit garder en tête et comment est-ce qu'il les gère? Tu y as un peu répondu déjà, mais prenons un cas assez spécifique de quelqu'un qui habite en France, qui se dit il y a une opportunité, j'ai 100 000 euros, qu'est-ce que tu lui dis? Il y a des risques. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des risques dans tout projet. Mais c'est justement pour ça qu'il y a du rendement. Pas de risque, pas de rendement. Pas de bras, pas de chocolat. Et c'est ce qui est intéressant dans l'Afrique, c'est qu'on est aujourd'hui en mesure... Je trouve que le rapport entre le risque et le rendement est en train justement d'arriver à un niveau intéressant.
quand tu fais un projet institutionnel en France, le risque, il existe, mais il est faible, mais par conséquent, le rendement est faible. Il y a une raison pour laquelle, je crois que les livrets A sont à quoi, 1,25 aujourd'hui? C'est pas extraordinaire. Exactement. Mais du coup, tu vois, quand tu iras en Afrique, tu auras plus de risques, mais plus de rendement. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec toute la gouvernance qui est mise en place et aussi les éléments que je mets en place, on est en mesure de mitiger, pas de le faire disparaître, mais de le mitiger afin que le rapport risque-rendement soit très favorablement positif pour le rendement. Un élément clé, c'est de trouver des opérateurs qui ont vraiment une assise locale. Ça, c'est primordial. Il te faut un joueur local qui a une assise locale. Deuxièmement, il faut s'assurer d'avoir aussi quelqu'un qui a un track record, qui a un historique de projet. Je n'irai pas investir avec quelqu'un dont c'est le premier projet. Je vais le laisser faire son expertise. Vas-y, amuse-toi, puis une fois que tu es prêt, on en reparle. Simplement parce que, justement, ceux qui ont des capitaux en Occident, c'est des capitaux qu'ils ont eu acquis en vendant des entreprises, en vendant de l'immobilier. C'est peut-être leur bas de laine pour leur retraite, donc c'est quand même important de le traiter avec beaucoup de respect. Et aussi d'être transparent avec eux sur le fait qu'il y a toujours un élément de risque, mais c'est ce risque qui ramène un certain rendement. Donc, c'est vraiment choisir le bon partenaire local, investir dans des projets où est-ce qu'on a un bon opérateur, être sur des projets aussi où est-ce qu'on a plusieurs portes de sortie. Donc, je vais être sur des projets de construction, justement, où est-ce que je vais souvent entrer dans le projet après que le terrain ait été acquis et après qu'il ait été sécurisé. Alors qu'au Canada, je vais avoir une approche totalement différente. Je vais entrer dans le terrain, je vais acheter le terrain avant même que le zonage n'ait été changé. Alors qu'en Afrique, je vais plutôt être un peu plus conservateur dans mon approche, où je vais acheter un terrain, où je vais entrer dans le projet après que l'opérateur ait acheté le terrain, ait sécurisé le terrain et ait tous les papiers qui vont avec. J'ai des projets où est-ce que je fais du land banking. J'achète des terrains qui ne sont pas encore totalement sécurisés. Je les achète pour une poignée de pain, mais derrière, je sais que le rendement potentiel est très, très, très grand, mais le risque, il est un peu plus grand aussi. Mais quand je vais embarquer des investisseurs, on va plutôt aller sur des projets où est-ce qu'on a déjà un terrain qui est déjà acquis par l'opérateur, où est-ce qu'il y a déjà des permis, où est-ce qu'il y a déjà une sorte de sécurisation qui est faite. Donc, c'est de savoir où rentrer dans un projet. Pas trop tôt, mais certainement pas trop tard non plus. Mais surtout pas trop tôt pour éviter justement le risque qui vient avec. Mais de toute façon, ce que j'allais aussi dire, justement, j'ai créé tout un guide où ce que je passe à travers tous les différents risques, 7 risques principaux qu'il faut adresser quand tu veux entrer dans un projet immobilier, notamment en Afrique à distance. Et pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez me retrouver sur Instagram, @urielbigo, m'écrire dans le message privé, Afrique, le revenu, et je vous enverrai le guide avec tous les détails. Ça marche. Alors, toi, tu as choisi la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui présentent des opportunités similaires, selon toi? Je vais dire de façon très chauvine, je pense que le Bénin peut être très, très positif dans les années à venir. Là, on a des élections qui ont lieu cette année. J'attends de voir ce qui va se passer lors des élections avant de commencer à y remettre des billes. C'est toujours pareil. Le gros challenge de l'Afrique, c'est l'instabilité politique. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que l'instabilité politique, maintenant, on en a partout dans le monde. Je crois que j'ai regardé un rapport qui disait que récemment, on avait eu, je crois, sur les 5 derniers jours, 187 missiles qui avaient été tirés sur Dubaï. En 2000, si mes souvenirs sont bons, on parlait de à peu près 19 milliards de transactions immobilières à Dubaï. Puis l'année dernière, on parlait de 187 milliards x 10. La réalité, c'est que tous les capitaux qui allaient là-bas doivent aller quelque part aujourd'hui. Et les capitaux n'aiment pas le risque, en tout cas pas celui qui vient avec une guerre. Donc forcément, ils vont être redirigés ailleurs. Et j'ai actuellement, je travaille à distance sur un très gros projet actuellement au Bénin, en phase vraiment, vraiment préliminaire. Et donc, je pense que le Bénin peut être une belle opportunité aussi, mais seulement et seulement une fois qu'on sera passé à travers les élections. C'était comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Toujours attendre qu'il y ait une certaine alternance. Une fois que l'alternance a eu lieu, alternance ou une continuité, mais il faut attendre qu'on passe à travers les élections, que ce soit stable, et là, maintenant, commencer à déployer des capitaux, mais pas avant. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer là, lors des élections au Bénin, pour me pencher plus là-dessus. Le Sénégal est un pays qui est intéressant aussi, mais personnellement, je trouve que c'est un peu cher. Aujourd'hui, le mètre carré, des fois, dans certaines villes, dans certains quartiers à Dakar, coûte plus cher qu'à Paris. Ah oui? Comment ça se fait, ça? C'est une île. Ah oui, bah oui. Fait le phénomène de rareté. Et donc, c'est pas forcément... je connais des gens qui ont investi, qui ont eu beaucoup de succès, mais personnellement, je n'y suis pas.
Donc, si tu me poses la question aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, je te parlerai beaucoup de la Côte d'Ivoire et du Bénin. J'ai entendu des échos, mais encore une fois, de façon très lointaine, sur le Rwanda, sur les pays de l'Afrique australe, où est-ce que justement, il y a aussi cette notion de retour. Je ne me souviens plus de la statistique en termes de milliards, mais je crois que c'était 5 milliards qui avaient été envoyés l'année dernière par la diaspora vers l'Afrique. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi qui vit au Canada, qui envoie de l'argent à ses parents, 5 milliards. C'est de l'argent qui, en général, finit dans la consommation. Excuse-moi, ces 5 milliards, c'est simplement entre membres d'une même famille. Hein. Membres d'une même famille où j'envoie de l'argent à un cousin, j'envoie de l'argent à mon père, j'envoie de l'argent pour les aider dans leur subsistance. Mais souvent, c'est de la consommation. Ce n'est pas de l'investissement. Donc, si cet argent-là peut être redirigé vers des projets, ça peut créer beaucoup de développement. Et je sais qu'il y a une très forte communauté, notamment du Rwanda, qui est à l'étranger, qui envoie beaucoup d'argent. Donc, j'ai beaucoup entendu parler du Rwanda, mais personnellement, je ne le connais pas assez. Donc, si tu me poses la question aujourd'hui, où est-ce que j'irai principalement, je te dirais Côte d'Ivoire pour l'instant. Je suis focus là-dessus. Et j'attends de voir ce qui va se passer lors des élections pour mettre un peu l'accent sur le Bénin aussi. D'accord. Et quelqu'un qui aurait vraiment le goût du risque, est-ce qu'éventuellement il y a d'autres endroits mais moi j'ai bien compris qu'il faut bien évaluer le risque de façon très précise, mais j'imagine qu'il peut y avoir des opportunités dans des pays où il y a plus d'instabilité, mais pour quelqu'un qui serait prêt à prendre beaucoup de risques par rapport à son investissement. Est-ce qu'il y a des opportunités? Sans doute. Est-ce que moi j'ai des recommandations à faire? Oui, non. Je vais toujours parler de ce que je connais. Puis, ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que, surtout en Afrique, il y a toujours plusieurs stratégies de sortie. Donc, tu peux soit construire et revendre, construire et détenir, ou bien acheter déjà construit. Le fait de faire construire vient avec un élément de risque, le dépassement de coûts, l'incertitude, le droit de propriété sur les terrains. Oui. C'est un vrai challenge en Afrique. Acheter déjà construit, donc tu viens un peu plus tard dans la chaîne de valeur, mais du coup, tu es un peu plus sécurisé. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Personnellement, je ne pourrais pas te parler des autres pays que je ne connais pas ou d'autres opportunités. Quand il s'agit d'investir en Afrique aujourd'hui, quelque chose que je vois de plus en plus, c'est la bourse des valeurs mobilières. C'est pas dans la culture de l'Afrique, de l'Africain, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, de par le système éducatif. Et d'ailleurs, c'est pareil en France, puisqu'on a un peu le même système éducatif, de lever de la dette, d'aller chercher du crédit, d'être endetté. C'est un peu... mais je sais qu'aujourd'hui, la place boursière, donc la BRVM, si je ne me trompe pas, lève pas mal de fonds pour différentes entreprises. Et c'est un véhicule dans lequel certains amis à moi investissent et ils sont très contents du rendement. Donc ça pourrait être aussi une autre alternative. Mais je ne pourrais pas en parler plus parce que je ne le fais pas personnellement pour l'instant. Donc, Ok. Tout à l'heure, tu nous as parlé des changements, enfin de la situation démographique, par exemple, de l'Afrique en 2030, en 2050. Mais si on s'en tient aux 10 prochaines années, comment est-ce que tu vois la situation, disons, macroéconomique et comment est-ce que tu vois, toi, ta situation d'entrepreneur d'ici une dizaine d'années? L'Europe va continuer à vieillir. L'Asie se cherche. L'Asie produit beaucoup, mais justement, elle a besoin de consommateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine est massivement aujourd'hui, notamment en Afrique. La Chine est en train de tranquillement remplacer la France dans plusieurs pays africains. L'Amérique est prise dans ces guerres. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de capitaux qui vont être injectés en Afrique. Pour plusieurs raisons. Comme je dis, il y a une certaine stabilité qui est en train de s'installer à travers une vraie gouvernance, où est-ce que les États veulent développer localement. On a aussi une population qui doit consommer, qui veut consommer, et donc qui a besoin d'être logée. On a aussi ce que j'appelle le leapfrog. Donc, par exemple, ici, on a eu la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Là-bas, on va sauter des technologies. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui avaient un téléphone portable avant d'avoir un compte bancaire. Le fermier rwandais qui veut vendre sa vache, il va la vendre avec du M-Pesa. Donc, on saute des technologies, ce qui fait qu'on va avancer plus rapidement sur les nouvelles technologies. Je suis très curieux de voir comment le AI va s'intégrer dans l'Afrique, parce que qui dit AI, d'abord parle d'électricité
il parle de, il parle de capacité, de connexion, ce qui est encore un problème aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la semaine dernière, on a encore des coupures d'électricité, on a encore des connexions qui ne sont pas de très bonne qualité. D'accord. Donc, c'est encore un problème, c'est encore un frein aujourd'hui à la pénétration de la technologie. Mais n'empêche qu'on a encore ce phénomène de leapfrog où est-ce qu'on va sauter des technologies. À la fin de la journée, le développement d'un pays est basé sur sa consommation, sur sa capacité à consommer. Et on a aujourd'hui une population qui est là pour consommer, qui doit consommer, qui rentre dans sa phase de consommation. Comme les baby boomers étaient entrés dans la phase de consommation, et là, ils sont en train d'en sortir. Et donc, je pense qu'on va avoir, un gros shift au niveau mondial où est-ce que je pense que de plus en plus de gens vont vouloir investir en Afrique. Il y a une raison pour laquelle ces gros industriels y sont. Il y a une raison pour laquelle la Chine met beaucoup d'énergie aujourd'hui à créer des liens très étroits avec les gouvernements locaux pour développer les chemins de fer, pour exploiter les mines, pour prendre des concessions et aussi prendre le contrôle de certains ports. C'est parce que justement, je pense que le commerce mondial, l'Afrique va jouer un rôle important dans le commerce mondial. Et par conséquent, je pense que tout le monde gagnerait à s'y positionner, notamment en offrant la chose qui ne sera jamais démodée, dont tout le monde aura toujours besoin. Le rendement? Non. Un logement. Un logement, oui. Et pour nous, ça veut dire un rendement. Ce serait ça. Ok, donc optimiste. T'es optimiste. Très optimiste, très optimiste. Très, très optimiste. Ok. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications et puis de la description de ton parcours. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour ceux qui nous regardent et nous écoutent? On dit souvent que l'Afrique, c'est le futur, mais je pense que l'Afrique, c'est le présent. Ouais. Et moi, ma philosophie a toujours été de dire que je veux pouvoir prospérer ici pour développer là-bas. Donc, continuer à faire des projets. Tu m'as posé la question tout à l'heure, comment je me vois dans les années à venir. Je vais continuer à faire mes projets immobiliers au Canada, notamment mon plus gros projet où est-ce qu'on continue d'ailleurs à chercher des investisseurs. Donc, l'idée, c'est de continuer à faire des gros projets d'envergure comme ça pour justement pouvoir lever encore plus de fonds et s'en servir pour les déployer en Afrique. Donc, c'est continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, accélérer le virage vers l'Afrique. Et pour tous ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter via mon Instagram ou ma chaîne YouTube, par exemple, que je suppose que vous mettrez quelque part Oui, bien sûr. sur cette vidéo. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on aura, je t'en prie, et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter lors d'un de tes prochains passages 100%. par la France. Merci beaucoup à toi. Merci.